Allez, 11h30, mesdames et messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la stratégie d'investissement du premier trimestre 2024. Bonne année et tous nos voeux pour cette année qui s'annonce riche en événements et en perspectives sur lesquelles nous allons faire le point. Nous allons faire le point aujourd'hui sur nos stratégies d'investissement avec Daniel Varela, notre Chief Investment Officer et membre du comité de direction. Bonjour Daniel. Bonjour Ali. Et nous sommes également accompagnés par Ed Yo, notre analyste gérant de fonds et responsable ESG. Bonjour Ed. Bonjour Ali. Je commence toujours par un rappel sur qui nous sommes, Piguet Galland. Piguet Galland, nous sommes en Suisse romande à travers 6 bureaux, de Genève à La Chaux-de-Fonds, 170 collaborateurs, nous faisons partie du groupe BCV, mais ce qui est surtout important, c'est que notre métier, c'est vos projets de vie. Notre métier, c'est aligner votre patrimoine avec vos projets de vie pour pouvoir les réaliser. Et nous faisons ça à travers la structuration et avec nos solutions patrimoniales, et puis ensuite nos solutions d'investissement et nos solutions de financement, afin de pouvoir, comme je l'ai dit, donner vie à vos projets. Aujourd'hui, on va faire le focus sur la partie financement. Vous pourrez poser vos questions directement et de manière anonyme. Il n'y a que moi qui verrai les questions et on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation directement à travers les boutons que vous avez à l'écran. Donc, on va commencer avec la première question pour toi, Daniel. On a eu pendant très longtemps des taux qui étaient historiquement bas hein, et on a connu même une période de taux négatifs qui devait être temporaire, qui a duré plus de 7 ans en Suisse. Ensuite, les taux ont bien remonté et là, les discours ont changé. Et là, on arrive maintenant, début 2024, au moment où on se dit que les taux vont rebaisser. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des banques centrales et qu'est-ce qui ferait que les taux vont baisser? Oui Ali, alors c'est vrai que c'est important de rappeler le contexte historique. Hein. C'est vrai que, et là je vais me concentrer sur les 2 années qui viennent de s'écouler, puisque ça fait environ 2 ans, c'était en mars de 2022, que la Banque centrale américaine a monté ses taux pour la première fois. Et elle a été imitée par l'ensemble des banques centrales, pour aboutir en fait à un resserrement monétaire qui est quasiment sans précédent, en tout cas sur l'histoire économique récente, avec effectivement donc un resserrement quasiment sans précédent de par son amplitude, avec une très forte remontée des taux d'intérêt, en tout cas au niveau des grandes banques centrales, mais également une nature assez synchrone entre les différentes banques centrales, puisqu'elles étaient quasiment toutes, à l'exception d'une, la Banque du Japon, elles étaient toutes sur un mode de remonter les taux d'intérêt. Et c'est vrai qu'il nous semble que maintenant, en 2024, la grande thématique, ça va plus être la thématique de ces 2 dernières années, à savoir le resserrement des politiques monétaires, mais plutôt ça va être la baisse des taux qui est en train de se profiler pour les mois à venir. Qu'est-ce qui va autoriser effectivement les banques centrales à baisser leurs taux d'intérêt? Eh bien, c'est notamment la désinflation que l'on a connue sur les derniers mois. En gros, sur les 12 derniers mois, la désinflation a été assez massive. Alors, c'est vrai que la forte poussée inflationniste que l'on avait mesurée en 2021 et 2022, elle était impressionnante. Mais c'est vrai que sur les 12 derniers mois, eh bien, la décrue de l'inflation a été tout aussi impressionnante, puisque du côté des États-Unis, il y a 12 mois, on avait une inflation qui était aux alentours de 10%. En Europe, on était même au-delà, on était aux alentours de 12% au niveau de la zone euro. Et on voit à quel point donc, cette désinflation, elle s'est mise en place sur les 12 derniers mois, avec une inflation qui est aux alentours de 3% dans les grandes économies à l'heure actuelle, voire même un peu inférieure, par exemple en Suisse. Et on pense que cette désinflation, elle va se poursuivre pour différentes raisons. On verra tout à l'heure aussi, mais il y a déjà les matières premières. Hein, donc, il y a eu une très nette décrue au niveau des matières premières, à commencer par les prix de l'énergie, que ce soit au niveau du prix du pétrole, des prix du gaz naturel. Donc là, il y a eu une très forte décrue et ça va continuer de participer à une poursuite de la désinflation à l'échelle mondiale. Mais on sait aussi que, on le voit sur ce graphique, c'est le trait en violet, on constate que la Chine a une inflation qui est quasiment nulle, voire même légèrement négative à l'heure actuelle. Pourquoi c'est important? Malgré une globalisation qui a un peu moins le vent en poupe, ou qui connaît quelques déboires dernièrement, on continue d'importer
beaucoup de produits qui sont fabriqués en Chine. Et donc, quand il dit légère désinflation en Chine, dit que probablement il va y avoir une pression désinflationniste qui va perdurer, notamment au travers de produits qu'on importe directement de la Chine. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que les salaires eh bien, sont plutôt en train de se modérer là également. Et ça, c'était D'accord. aussi une des grandes inquiétudes des banques centrales. On a connu cette poussée inflationniste. C'est vrai que la grande crainte des banques centrales, c'est que ça se traduise par également des salaires qui partent également à la hausse, avec le risque d'une spirale Mhm, auto-entretenue mhm. entre les prix et les salaires. Donc, les prix montent, les salaires montent, et comme les ménages ont des salaires qui augmentent, ben, ils continuent à consommer et ils font monter les prix Ouais. en conséquence. Donc là, c'est vrai que c'était quelque chose qui était très observé par les banques centrales et on constate qu'il y a une modération au niveau des salaires. Je commente par exemple ce graphique. C'est vrai que là où il y a eu un dérapage des salaires assez important, c'était aux États-Unis et on constate qu'effectivement, notamment parce que le marché de l'emploi est en train de se détendre un petit peu. Donc, on voit ici le trait en bleu. Mhm. En gros, c'est le taux de démission. Et c'est vrai que quand les salaires progressent, quand le marché de l'emploi est très tendu, eh bien, souvent, les employés ont avantage à quitter leur emploi pour chercher un emploi mieux rémunéré. Et Ouais. c'est vrai qu'on constate que ce taux de démission est en train de se retourner, plutôt de se modérer. Et ça montre effectivement que le marché de l'emploi est en train de se détendre et les salaires suivent. On voit qu'il y a une modération au niveau des salaires et probablement que la Banque centrale américaine, comme la plupart des banques centrales dans le monde, voit d'un bon œil ce ralentissement des hausses salariales parce que effectivement, ça écarte tout risque de spirale inflationniste par les salaires. Donc ça nous amène aux anticipations des taux. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est attendu. C'est un scénario que l'on développe depuis quelque temps. Mhm. On est convaincu que, à l'exception de la Banque du Japon, de nouveau, parce que c'est la dernière grande banque centrale qui n'a pas resserré sa politique monétaire, Oui. et c'est vrai que les attentes, c'est d'avoir des hausses de taux du côté de la Banque du Japon dans les prochains mois. C'est vrai que la plupart des banques centrales vont couper leurs taux cette année. Mais c'est vrai que quand on constate, quand on regarde ce graphique, c'est un graphique qui montre les attentes qui sont bâties dans le marché obligataire, dans les différents marchés obligataires Oui. à aujourd'hui. On voit qu'il y a des coupes assez importantes au niveau des baisses de taux. Il nous semble que c'est un peu un scénario un petit peu optimiste, probablement au-delà de ce à quoi nous nous attendons, mais la tendance est claire. La tendance, c'est une baisse des taux sur le dollar, sur l'euro et également sur le franc suisse. Donc qui dit baisse des taux suite à une inflation qui a ralenti, dit aussi nouveau cycle économique au final. Est-ce qu'on y est? C'est ça. Alors déjà, petit retour en arrière. Je pense que ce qu'il faut dire, il faut, on a eu ce resserrement monétaire qui était, comme je le disais, sans précédent, hein, Mhm. notamment de par son amplitude, Ouais. la rapidité à laquelle les taux ont été relevés, mais également du fait que c'était synchrone quasiment sur tous les pays. Mhm. Et ce que l'on peut dire, c'est que malgré cela, on a eu une économie mondiale qui s'est quand même avérée plutôt résiliente. Et face à un tel resserrement monétaire, qu'on ait évité de grandes casses économiques, Oui. qu'on ait évité également le potentiel d'avoir une crise financière, c'est déjà un résultat remarquable. Et c'est vrai que cette économie mondiale, elle a plutôt bien tenu le coup, mais le ralentissement économique est indéniable. Le ralentissement économique est bien là. D'accord. On ne le sent pas encore de manière trop forte du côté des États-Unis, Mhm. mais c'est un ralentissement économique qui, pour l'instant, a beaucoup concerné les secteurs d'activité qui sont le plus sensibles à une remontée des taux d'intérêt. On parle notamment de la construction, par exemple, mais l'industrie a été passablement pénalisée aussi. Donc, ça, c'est clair que une future baisse des taux d'intérêt, c'est quelque chose qui serait positif. Mhm. Parce qu'effectivement, tous ces secteurs d'activité qui sont sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, ça leur permettrait effectivement d'avoir un bol d'air frais et puis surtout d'imaginer, de pouvoir à nouveau se projeter, d'investir, puisque, bien entendu,
les taux de financement coûteront beaucoup moins cher. Donc Ouais. ça, c'est quelque chose qui est positif. D'ailleurs, on perçoit, hein, sur ce graphique mesure donc des sondages qui sont faits auprès des directeurs d'achat ou des dirigeants d'entreprise. Et on constate que donc la barrière de 50, c'est souvent la barrière qui détermine si on est en phase d'expansion Oui. ou en phase de contraction. Mhm. Donc ça, c'est des indicateurs avancés de l'économie. Avec quelques mois à l'avance, c'est des indicateurs qui nous prédisent effectivement comment vont se comporter les différentes économies dans le monde. On constate que la zone euro, pour l'instant, est encore en phase de contraction. Et c'est vrai qu'à l'échelle des grands blocs économiques, c'est probablement la zone euro qui a le plus souffert et qui ralentit le plus. Mais on constate effectivement que ce soit du côté des États-Unis ou du Royaume-Uni qu'on a un début d'appréciation. Et c'est ce à quoi nous attendons, un début de réaccélération économique, timide hein, dans un premier temps, Ouais. mais qui va s'affirmer probablement dans le courant de 2025 et qui sera tiré probablement par les secteurs d'activité qui sont le plus sensibles au taux d'intérêt. Mais la Des consommation, ménages, la oui. consommation, Alors c'est vrai effectivement. que dans ce cycle, dans ce creux conjoncturel que l'on a atteint et dans ce fort ralentissement économique que l'on a connu l'année dernière, Oui. il y a il y avait une lueur positive, c'était la bonne tenue de la consommation des ménages. Mhm. Malgré un contexte encore assez inquiétant, hein, notamment au niveau géopolitique, donc des Oui. guerres, donc des tensions géopolitiques, un climat un peu anxiogène, on a vu que malgré tout, la consommation des ménages s'est bien comportée, avec une résilience notamment qui s'est euh, transmise sur une consommation qui restait assez forte au niveau des activités de services. Eh bien, on pense que cette résilience et cette bonne tenue de la consommation privée, la consommation des ménages, elle va perdurer parce qu'on a quand même des ménages qui, dans le monde, sont Mhm. globalement peu endettés. Et on constate à quel point ce désendettement, il a débuté après la grande crise de 2008, Ouais. et puis c'est une constante, donc avec un désendettement qui s'est poursuivi quasiment depuis cette grande crise de 2008, avec là également un désendettement qui s'est même accéléré, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, depuis la période du Covid. Donc on a des ménages qui ont plutôt des finances assez saines, et ça c'est quelque chose qui peut effectivement participer à la bonne tenue, en tout cas à un redressement économique, Mhm. Mhm. probablement dès le milieu de l'année, soutenu notamment par les baisses de taux. Et en Suisse, du coup, où est-ce qu'on en est? En Suisse, effectivement, comme la plupart des grandes économies, on a eu un ralentissement économique. On le voit hein, sur les mêmes indicateurs PMI, donc qui sont des sondages auprès des directeurs d'achat. Le ralentissement économique était indéniable. On semble avoir fait un fond vers le milieu de l'année dernière, vers la mi-2023. On constate le trait en bleu, c'est l'indicateur avancé pour le secteur industriel. On constate effectivement que le secteur industriel reste en dessous de la fameuse barre de 50. Donc on Ouais. est toujours dans une phase de contraction, mais on discerne une certaine stabilisation de l'activité dans le domaine industriel. Par contre, on constate le trait en blanc que les services, après avoir souffert un petit peu vers le milieu de l'année dernière, eh bien, on constate que les services repartent de l'avant et ça, c'est quelque chose qui est assez positif et qui montre une fois de plus la résilience de l'économie helvétique face à un contexte mondial qui n'est pas forcément des plus positifs. Et puis, il reste bien entendu une inconnue importante, hein, c'est la Ouais. Chine, hein, c'est la troisième économie mondiale. C'est une économie qui est en ralentissement depuis quelques années. On sait que sur les toutes dernières années, c'est beaucoup les développements pas très positifs qui ont concerné le secteur de l'immobilier et en particulier le secteur de la construction qui pèsent sur cette activité économique. Alors, Mhm. malgré tout, l'année dernière, on a une progression de la croissance qui va se stabiliser aux alentours de 5%, mais on sent effectivement qu'il y a toujours cet inconnu lié au secteur de l'immobilier qui continue de se détériorer. Sur ce graphique, on voit qu'effectivement,
le secteur immobilier, le secteur de la construction est au point mort. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'investissements qui se font. Donc, Ouais. ça, c'est un graphique qui mesure les investissements dans différents secteurs d'activité, dont les infrastructures, ça continue de progresser de l'ordre de 6% par an. Secteur industriel, ça progresse là également de l'ordre de 6% par an. Par contre, du côté du secteur immobilier, là, on est en contraction. Et c'est vrai que malgré un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par le gouvernement chinois, on ne constate pas de nette amélioration au niveau du secteur immobilier. C'est probablement la clé par rapport à une réaccélération plus soutenue de l'activité en Chine. Est-ce que le gouvernement chinois va être capable de prendre des mesures probablement plus importantes pour aider à un redressement de ce secteur de la construction? Parce que c'est un secteur qui, quand la construction ne va pas très bien en Chine, on sait que c'est quelque chose qui pèse un peu sur la confiance et notamment sur le moral des ménages. Et est-ce qu'on aurait un impact à l'extérieur de la Chine, vu que ça concerne principalement le marché intérieur ou la croissance chinoise elle-même? Est-ce que l'impact de ce secteur immobilier aura un impact sur le reste de l'économie ou du marché? En principe pas. Donc c'est vrai que les relais pour d'autres pays, on va dire, c'est des relais essentiellement économiques, forcément. Donc la Chine, certes, elle exporte énormément, mais elle importe aussi beaucoup, notamment des produits et des services à haute valeur ajoutée. C'est vrai que si la Chine va mal, forcément, le reste du monde s'en ressent. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est important. Pour ce qui concerne les problèmes du secteur immobilier en soi, c'est vrai qu'il n'y a pas des ramifications extrêmement importantes à l'échelle planétaire, parce que c'est vrai que c'est un secteur dont la croissance qui a été trop importante à un moment donné, a été essentiellement financée par de l'épargne interne, donc l'épargne domestique, donc pas de ramifications extrêmement importantes et de déboires à enregistrer, notamment au niveau du secteur financier dans d'autres pays. Donc, un point important à observer, mais pas forcément de ramification importante. Merci Daniel. Alors, on a un contexte de taux d'intérêt qui va plutôt s'orienter à la baisse. Ce sont en tout cas des anticipations, les anticipations qu'on a actuellement dans le marché, ce sont également nos anticipations. On a un impact sur l'économie qui va plutôt s'avérer favorable du coup. Donc au final, on a une bonne année boursière qui se profile devant nous. Si je résume correctement, qu'est-ce que tu peux nous en dire au niveau des différentes classes d'actifs? Alors justement, regardons classe d'actifs après classe d'actifs. On va commencer par le marché obligataire. Oui. Globalement, on peut avoir une opinion et des perspectives relativement favorables cette année. Alors c'est vrai qu'on a le marché obligataire, comme les bourses, on y reviendra. Le marché obligataire a connu une fin d'année en fanfare. L'année était très difficile jusque-là, mais les 2 derniers mois de l'année, novembre et décembre, ont un peu sauvé la mise pour l'année 2023. Mais c'est vrai que globalement, ce graphique est assez intéressant. Qu'est-ce qui montre ce graphique? C'est que en principe, en période, dès le moment en fait, où les banques centrales annoncent une pause sur les taux d'intérêt, voire dès le moment où les banques centrales commencent à couper les taux d'intérêt, généralement, c'est une période relativement favorable pour le marché obligataire, tout simplement parce que les taux longs ont tendance à partir à la baisse. C'est ce que l'on voit ici. Donc, le trait gris, ça montre en moyenne sur tous les cycles monétaires qui se sont déroulés depuis le début des années 80. Globalement, on voit que dès le moment où la Banque centrale américaine a annoncé sa pause, eh bien, habituellement, dans les 500 jours qui suivent, donc dans l'année et demie qui suit, on a des baisses de taux sur la partie longue de la courbe, sur les taux à 10 ans, eh bien, qui sont relativement conséquentes. Alors, dans le cycle qui nous concerne, on constate que durant l'été 2023, on a observé une certaine anomalie, puisque la Banque centrale américaine avait déjà annoncé une pause, et malgré tout, les taux longs ont continué de progresser. Cette anomalie, elle a été un peu corrigée vers la fin de l'année, et puis probablement qu'il y a encore du potentiel pour une détente supplémentaire sur les taux longs américains. Et qui dit détente sur les taux longs américains dit que probablement à l'échelle planétaire, les marchés obligataires, globalement cette année, devraient relativement bien faire. Plutôt positif sur les obligations, effectivement, dans le contexte attendu. Au niveau des actions également, si j'ai bien compris. Alors c'est vrai que globalement, les perspectives sont assez favorables, puisque si on regarde en termes de valorisation, un bémol quand même. C'est vrai que les valorisations à l'échelle historique, avec ce recul historique qui est relativement long, puisqu'on regarde ici
les moyennes, les valorisations moyennes depuis le début des années 90, eh bien, presque sur tous les marchés, on a des valorisations qui sont en dessous de la moyenne historique. Il y a un marché qui est un peu à l'écart, c'est le marché américain. C'est vrai que le marché américain n'est pas forcément extrêmement bon marché aujourd'hui. Il est peut-être même un petit peu cher. C'est notamment lié au poids du secteur de la technologie, où les valorisations sont plus élevées que sur les autres secteurs d'activité. Puis c'est aussi lié au joli rebond auquel on a assisté l'année dernière, surtout entretenu et favorisé par cette forte progression au mois de novembre et au mois de décembre. Donc, globalement, les valorisations sont raisonnables, excepté aux États-Unis où elles sont un tout petit peu chères. D'où l'importance toujours d'être bien diversifié, effectivement. C'est vrai. Et du coup, au niveau des marchés actions américaines un peu plus en détail, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, marché déjà, alors c'est vrai que le recul historique il est important. Si on trouve le marché un petit peu cher à court terme, c'est vrai qu'on rentre dans cette période assez favorable qui dit détente des taux, des taux par les banques centrales et notamment plus particulièrement de la Réserve fédérale américaine. Eh bien, c'est un contexte où généralement, historiquement, la progression des marchés est positive. On voit sur le graphique du haut, donc quand les taux baissent, donc quand les taux de la Banque centrale baissent, donc c'est donc l'histogramme à gauche, donc falling. Donc ça, c'est une période où habituellement, historiquement, en moyenne, la bourse progresse de plus de 1% tous les mois. Donc ça, on est rentré dans cette période où on va avoir cette baisse de taux qui devrait soutenir la bourse. Nous, ce qui nous inquiète, et j'y faisais référence en préambule, c'est vrai que les attentes sont déjà assez importantes. Donc les investisseurs ont déjà anticipé une bonne partie des bonnes nouvelles, et notamment de ces coupes de taux qui sont à venir. On le voit sur le tableau en bas de cette page. Aujourd'hui, les investisseurs anticipent qu'il y aura 6 coupes de taux aux États-Unis en cette année 2024. Donc, 6 coupes de taux de 0,25. Donc, c'est un mouvement vraiment très important. Nos attentes ne sont pas aussi optimistes, ce qui nous fait penser que potentiellement, il peut y avoir que la bourse américaine éventuellement peut déchanter temporairement. C'est peut-être quelque chose, cette prise de conscience qui peut arriver assez rapidement au fur et à mesure où les investisseurs réalisent que si baisse de taux, c'est peut-être un peu trop important comme attentes qui sont anticipées par le marché à l'heure actuelle. Et puis, ce que l'on constate aussi, c'est que, et ça c'est une autre manière de montrer que voilà, l'optimisme est assez important de la part des investisseurs, c'est qu'on constate, donc c'est ce trait en jaune, qu'à l'échelle mondiale, l'optimisme des investisseurs à l'égard des bourses est élevé. Et donc, potentiellement, c'est vrai que par rapport à des mauvaises nouvelles ou des anticipations revues à la baisse qui peuvent arriver, c'est souvent des zones lorsqu'on a un optimisme extrême, extrêmement élevé, où il peut y avoir une consolidation, voire même une correction des bourses. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement garder à l'esprit, considérer dans le cadre de ce contexte boursier de début d'année. Au niveau des devises? Au niveau des devises, on n'anticipe pas de grands changements, en tout cas entre les grandes paires de devises, donc notamment entre le dollar et l'euro, c'est vraiment la paire la plus importante quasiment à l'échelle planétaire. Et souvent, les paires de devises entre elles, la tendance, elle dépend beaucoup du différentiel de taux. Alors certes, il y a aussi le comportement d'une économie par rapport à l'autre, mais le différentiel de taux fait qu'une monnaie qui offre un rendement supérieur a tendance à attirer les capitaux aux dépens de l'autre économie qui a des taux d'intérêt qui sont inférieurs. Et on constate que ce différentiel de taux d'intérêt, il est toujours en faveur du dollar. Mais que voilà, le dollar, il offre plus, c'est aussi pas pour attirer des capitaux, alors que le déficit des États-Unis est relativement important. Globalement, on s'attend à des décisions qui vont être relativement synchrones entre la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Donc, globalement, on s'attend à un comportement relativement stable entre ces deux grandes devises, le dollar américain et l'euro. Tu parles de stabilité, on en a une de monnaie qui a été un peu plus chahutée ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est notre franc suisse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En Suisse qui a terminé très fort, donc l'année 2023 contre toute monnaie, mais en particulier contre le dollar et contre l'euro. C'est vrai que
c'est les deux monnaies de nos principaux partenaires économiques. Et c'est vrai que le franc, il s'est fortement renforcé. Globalement, sur l'année 2023, c'est une progression de l'ordre de 9% contre le dollar, de 6% contre le franc suisse, contre l'euro, pardon. C'est vrai que la monnaie est extrêmement forte, et au point que le dollar, comme l'euro, contre le franc suisse, ils sont quasiment à des plus bas historiques. Et c'est vrai que, alors que 2024 débute, c'est difficile d'avoir une opinion très baissière sur le franc suisse. Tout simplement parce que oui, la Banque nationale suisse va probablement baisser ses taux, comme les autres grandes banques centrales, mais la marge de manœuvre pour baisser les taux, elle est plus faible parce que les taux suisses ne sont pas remontés autant que les taux en dollars ou les taux en euros. Donc, c'est vrai que ce n'est pas de ce côté-là qu'on peut espérer qu'il y aura, en tout cas, une inversion de tendance qui va faire que le franc suisse va se déprécier nettement. Et puis, ce qu'il faudra regarder beaucoup et de très très près, c'est ce que fait la Banque nationale suisse par rapport à son bilan. C'est vrai que sur les derniers mois, elle a plutôt eu tendance à réduire la taille de son bilan en vendant des devises étrangères. Et ça, c'est quelque chose qui a probablement été aussi déterminant dans l'appréciation du franc suisse l'année dernière. Donc, il faudra suivre ceci de près. Est-ce que la Banque nationale suisse va poursuivre la réduction de la taille de son bilan, auquel cas c'est quelque chose qui est plutôt favorable et qui pointe vers un renforcement supplémentaire du franc suisse, ou est-ce qu'elle va stopper ce contexte-là et cette tendance-là? Aujourd'hui, c'est vrai que rien n'indique que la Banque nationale suisse change de son fusil d'épaule au niveau de la réduction de la taille de son bilan, et ça, potentiellement, ça pointe sur un franc qui peut difficilement beaucoup baisser par rapport au niveau actuel, et au contraire, peut rester quand même sur une tendance au raffermissement. BNS qui interviendrait peut-être un peu moins pour défendre en fait le niveau du En tout cas, pour l'instant, elle a donné aucune indication sur le fait que le franc suisse fort commence à l'inquiéter. Au contraire, donc on sent quand même une attitude de la Banque nationale suisse qui, dans un contexte où, on le voit en ce début d'année, il y a quelques développements qui peuvent contribuer à un léger rebond de l'inflation en Suisse. On a donc la hausse des loyers, on a également donc la hausse de la TVA, on a également les prix de l'électricité qui connaissent une forte augmentation dans la plupart des cantons. Donc aujourd'hui, on sent que la BNS est plutôt à accepter ce contexte de franc fort, parce que ça lui permet effectivement de gérer un éventuel rebond de l'inflation à l'échelle domestique. Très clair, merci beaucoup Daniel. Donc, fort de ces différents constats, ça nous amène à l'allocation de portefeuille. Quels sont les changements tactiques que tu recommandes aujourd'hui? Quel est le positionnement dans un portefeuille? On va prendre l'exemple d'un portefeuille pondéré, comme à chaque fois. Pondéré franc suisse, effectivement. Alors, c'est clair que le contexte général, comme on l'a mentionné, il est plutôt favorable. Donc, c'est vrai que c'est un contexte où le creux conjoncturel a été atteint, sans grande casse économique, sans crise financière, et on va vers une réaccélération économique qui va être un peu timide en cette année 2024 et qui va s'affirmer en 2025, et ceci porté par une détente des politiques monétaires. Donc globalement et historiquement, généralement, c'est un contexte plutôt favorable. Mais comme je le disais précédemment, c'est vrai qu'il nous semble qu'il y a déjà une bonne partie des bonnes nouvelles qui sont déjà anticipées, des attentes qui sont extrêmement importantes, avec un sentiment des investisseurs qui est à des niveaux élevés. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des marchés qui déchantent temporairement, ou en tout cas des marchés qui ont besoin de consolider la forte progression, aussi bien sur les bourses que sur les marchés obligataires, durant les mois de novembre-décembre. Raison pour laquelle, effectivement, on a décidé de réduire tactiquement et temporairement le poids des actions dans les portefeuilles, dans nos grilles d'investissement. Donc, c'est une réduction tactique pour réduire effectivement ce risque. Et puis, l'idée, c'est d'attendre que cette consolidation qui nous semble probable, que cette consolidation intervienne, qu'elle se fasse pour éventuellement pouvoir revenir, réaugmenter les actions avec de meilleurs points d'entrée. Donc voilà, c'est une réduction tactique et temporaire,
essentiellement ciblés sur les marchés boursiers étrangers. Donc, on réduit notamment la bourse américaine, Ouais. sans trop rentrer dans les détails, mais globalement, on réduit de 2% donc, les actions américaines dans un portefeuille pondéré suisse, avec l'idée, comme on l'a vu précédemment, qu'on trouve que le marché action américain est un petit peu cher. Mais on réduit un petit peu également la zone euro, on réduit un petit peu les marchés émergents asiatiques. Par contre, on renforce un petit peu les actions suisses, notamment au travers des grandes capitalisations. Pourquoi? Parce que la bourse suisse, l'année dernière, est restée très en retrait donc, des autres bourses mondiales. Donc, c'était une des pires performances sur l'année. Donc, elle accuse beaucoup de retard. Il nous semble que le contexte est assez favorable à un rattrapage de la bourse suisse, notamment au travers des grandes capitalisations qui ont été malmenées l'année dernière. Puis, deuxième décision que l'on a effectuée sur des portefeuilles uniquement suisses, c'est de réduire effectivement, de renforcer la monnaie de référence, de renforcer le franc suisse par le biais d'une réduction aussi bien du dollar que de l'euro. Merci beaucoup. Donc, en résumé, un contexte plutôt favorable et positif, mais une prudence à court terme et un retour sur le marché suisse qui accuse un retard. Je répète toujours pour un portefeuille libellé en francs suisses avec le franc suisse comme référence. Absolument. Merci beaucoup, Daniel. On va passer à cette deuxième partie et je me tourne vers toi, Ed. On parle énormément depuis de nombreuses années maintenant, hein, tu reviendras là-dessus, sur les investissements ESG, donc qui intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. On parle d'ISR, d'investissement socialement responsable. Il y a également des évolutions du point de vue de la régulation. Et j'aimerais commencer pour toi avec une question, finalement, de dire, mais pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer ces critères-là dans son portefeuille? Oui, donc la question, c'est vraiment de parler de pourquoi on veut intégrer des critères ESG dans le portefeuille. Et à notre avis, pour les investisseurs, il peut y avoir plusieurs raisons pour considérer ces critères. Ça peut être dans l'optique de mieux gérer les risques d'investissement. Ça peut être dans l'idée d'identifier les opportunités d'investissement ou encore, dans certains cas, de contribuer à l'environnement ou à la société. Il faut dire qu'on n'est de loin pas les seuls à s'intéresser aux investissements durables. Donc, sur le graphique que vous voyez à l'écran, on voit que le volume des investissements durables en Suisse, qui a plus que doublé sur les 5 dernières années, et ça, c'est même en tenant compte, en prenant en considération l'effet de marché négatif en 2022. Et maintenant, si on regarde un peu plus en détail, donc, tout d'abord avec les critères ESG, qui sont des critères extra-financiers, on a à disposition des données supplémentaires ou des outils pour mieux gérer les risques. Ici, j'ai mis l'exemple de risques de gouvernance, comme dans le cas de la société Enron en 2001, ou encore des risques de transition climatique, comme dans le cas des entreprises qui sont actives dans le charbon, qui risquent de petit à petit disparaître dans les années à venir. Par ailleurs, le régulateur, comme la FINMA en Suisse, commence à considérer les risques de durabilité comme un risque financier parmi d'autres. Ensuite, il y a la partie opportunité. Donc, les critères ESG permettent de les identifier. Il y a eu la conférence sur les changements climatiques en décembre dernier. Et là, ils ont annoncé l'objectif de tripler les investissements dans les énergies renouvelables d'ici 2030, ce qui représente bien sûr toute une série d'opportunités d'investissement. Et pour finir, les critères ESG permettent également à certains investisseurs qui cherchent à contribuer à l'environnement et à la société de générer des impacts à travers la manière dont ils investissent. Donc, voici quelques exemples, quelques raisons pour montrer pourquoi on cherche à intégrer les critères ESG dans le portefeuille. Merci beaucoup. Donc, c'est extrêmement clair. Hein. Gérer les risques, identifier les opportunités, contribuer à l'environnement et à la société. Ce sont les trois raisons pour lesquelles c'est intéressant de se poser la question et d'intégrer ça dans son portefeuille. Néanmoins, on sait que tout le monde va avoir une sensibilité différente sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut intégrer et gérer ces différentes sensibilités? Comment est-ce que les choses ont évolué chez Piguet Galland? Tout à fait. Donc, en termes d'évolution de notre approche, on continue de s'adapter, de s'ajuster
face à la demande des clients et face aux réglementations. Et pour information, l'association des banques suisses a demandé à l'industrie bancaire de récolter les préférences en matière de durabilité à tous les nouveaux clients à partir du 1er janvier de cette année. Donc, dans les prochains mois, il faut s'attendre à que le sujet de la préférence ESG soit abordé avec vos conseillers. Donc, une discussion pour savoir si vous souhaitez que votre portefeuille soit investi de façon indifférente par rapport au risque ou à l'impact ESG, ou si vous êtes intéressé, voire très intéressé par cette dimension de durabilité dans votre portefeuille. Et en fonction de la réponse, on va pouvoir attribuer un certain profil pour les portefeuilles, de sorte que les portefeuilles puissent être investis de manière à mieux refléter la sensibilité ESG de chaque client. On a également travaillé pour définir des solutions d'investissement qui correspondent à chaque type de profil. Et pour ce faire, on a défini 3 univers d'investissement durable ou 3 univers de catégories, qui est l'univers agnostique pour les clients qui sont indifférents, l'univers responsable pour les clients qui veulent se focaliser sur le risque ESG, et l'univers conviction, avec ce dernier qui est pour ceux qui ont exprimé une sensibilité importante en termes de durabilité. Et ça, c'est surtout lié à ceux qui cherchent vraiment à contribuer à l'environnement et à la société à créer et générer un impact. Et l'idée d'avoir plusieurs profils, plusieurs méthodologies, c'est parce que la sensibilité, justement, d'après ce que tu viens de dire, la sensibilité sur ce sujet reste très subjective et propre à chacun. Même si j'ai évoqué les raisons sur pourquoi on pense qu'on devrait systématiquement intégrer les critères ESG dans les décisions d'investissement, le plus important pour nous, c'est d'arriver à proposer des solutions d'investissement qui vont satisfaire la demande de chacun. Donc voilà, en résumé, relativement court sur pourquoi on devrait considérer les critères ESG et une petite idée sur ce qu'on a mis en place comme approche. Merci beaucoup, Ed. Effectivement, c'est extrêmement clair, extrêmement intéressant. Et il y a différentes façons de répondre et d'intégrer ces critères-là. C'est bien évidemment un bref aperçu que tu nous as fait et on pourrait bien sûr passer des heures sur le sujet. Et bien évidemment, on est à disposition pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient creuser plus en détail le sujet des investissements durables et responsables. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Ed, pour ces éclaircissements. On passe à la partie des questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions directement à travers l'application. On a quelques petites minutes devant nous pour commencer et tenter d'y répondre. Hein. Elles sont nombreuses, donc malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. On commence avec la première. J'en ai 2 pour toi, Daniel. Beaucoup de questions autour du marché suisse. Bien évidemment, sans grande surprise. La première, l'impact de la baisse des taux sur l'immobilier suisse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et puis enfin, toujours une question, je pose les 2 questions en même temps. Est-ce qu'on risque pas d'avoir un impact à plus moyen terme ou long terme, ou peut-être court terme, je ne sais pas en fait. Quel pourrait être l'impact de ce franc fort à ce point-là sur l'économie suisse? Si en plus la BNS le défendrait un peu moins. Je te pose 2 questions en même temps, qu'est-ce que tu peux nous en dire? D'accord. Alors peut-être qu'on va commencer par le franc fort. Effectivement, donc ça c'est quelque chose qui est important. Je pense que ce dont il faut se rappeler, c'est que le franc fort, c'est pas quelque chose qui est très nouveau. Donc c'est un contexte qui nous accompagne depuis de nombreuses années. Et en gros, si on se souvient, si on fait l'historique récent des 5 ou 10 dernières années, on constate que le franc suisse s'est souvent affirmé, souvent renforcé, et en tout cas la tendance durable a été un renforcement assez fort, puisqu'on se souvient qu'on avait un euro contre le franc suisse aux alentours de 1,50 pendant pas mal de temps, puis on a eu une phase où on était proche de 1,20 et aujourd'hui on est en dessous de la parité. Ce que l'on constate, c'est que l'économie suisse, dans la mesure où cette progression du franc se fait de manière progressive, lente, l'économie suisse est capable de s'ajuster à ce franc fort. On le constate notamment au travers de certaines mesures qui sont théoriques, qu'on appelle donc la parité des pouvoirs d'achat,
qui compare effectivement donc, le pouvoir d'achat d'une monnaie par rapport à d'autres, on constate que selon cette théorie des parités de pouvoir d'achat, le franc suisse par rapport à l'euro, aujourd'hui, il n'est pas si surévalué que ça. Donc, c'est une mesure, une théorie qui nous indique que le franc suisse est surévalué de l'ordre de 5 à 8%, donc ce qui n'est pas énorme, alors même que le franc suisse est renforcé de plus de 50% sur la décennie écoulée. Donc, ça montre bien que l'économie suisse est capable de faire face à un franc qui ne cesse de se renforcer. Mais ce qui est important, et ça a été démontré par la Banque nationale suisse à plusieurs reprises sur la décennie écoulée, voire même au-delà, ce qui est important pour l'économie suisse, c'est que ce renforcement du franc suisse se fasse vraiment de manière progressive et pas de manière très rapide. Quand il s'agit de s'adapter à un franc fort qui progresse de manière très très rapide, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile pour l'économie suisse, et la BNS probablement veillera à faire en sorte que dans les années futures, que ce renforcement du franc suisse, qui a des chances de se poursuivre, puisque l'économie suisse, c'est une économie qui continue de montrer des excédents importants, donc qui probablement justifie une poursuite du renforcement du franc suisse. Donc une BNS qui sera attentive à ce que ce renforcement se fasse, mais de manière pas trop rapide. Pour la question de l'immobilier suisse, donc ça c'est une question intéressante. C'est vrai si on regarde au travers des fonds immobiliers suisses qui ont beaucoup souffert, notamment en 2022 et au début de l'année 2023, ça s'est redressé depuis. C'est clair que l'impact par rapport à une hausse des taux a été sensible. Probablement que l'impact par rapport à une future baisse des taux sera importante également. Et là, on peut imaginer que les valeurs de ces fonds immobiliers auront tendance à progresser, ce d'autant que le contexte fondamental pour l'immobilier suisse, il est resté relativement positif, avec des valeurs immobilières, des prix immobiliers qui n'ont pas tellement corrigé, un flux migratoire qui continue d'avoir un impact assez positif sur la demande de biens immobiliers, et puis des loyers qui ont tendance à progresser. Donc ça, pour les investisseurs, et notamment au travers de fonds immobiliers, c'est un contexte assez favorable. Donc un contexte assez favorable, même si le fort rebond des fonds immobiliers suisses en novembre et décembre peut-être va conduire aussi sur une certaine consolidation dans les semaines et les mois à venir. Donc plutôt positif à moyen terme et long terme, effectivement, vigilance dans les semaines et mois qui viennent. Alors, il y a une question qu'on anticipait. Alors, je vais tenter de poser les deux dans le temps qui nous reste. La première concerne les aspects géopolitiques de l'année à venir. C'est une question qui a souvent été posée. Sans rentrer trop dans les détails dans les minutes qui nous viennent, est-ce que si tu peux nous faire un mot malheureusement sur les conflits qui ont cours actuellement, et puis également sur les élections qu'on aura cette année? Oui, effectivement. Donc, c'est un contexte géopolitique particulièrement chargé, donc en cette année électorale, puisque une bonne partie de la planète va passer devant les urnes pour voter, en tout cas une grande majorité des démocraties, avec une élection qui probablement revêt une importance toute particulière. À la différence de toutes les autres, c'est probablement l'élection américaine qui aura le retentissement le plus important et sans doute qui peut avoir l'impact le plus important au niveau des marchés financiers. Avec quand même un duel Biden contre Trump qui semble préannoncé. Je pense que ça, c'est quelque chose qui effectivement nous concernera durant une partie du deuxième semestre. Avec une différence par rapport à l'élection de M. Trump en 2016, c'est que l'élection de Trump en 2016 s'est produite quasiment par surprise, alors que là, quand même, il y a pas mal de sondages qui pointent dans la direction d'une victoire de M. Trump. Mais donc, il faudra analyser effectivement donc, les retombées par rapport à cette élection, sachant que les autres, on ne veut pas minimiser la portée des autres élections qui se déroulent tout au long de l'année, mais probablement un impact beaucoup moins important, aussi bien économique qu'au niveau des marchés financiers. Après, on revient sur la situation effectivement tendue et puis ces deux guerres qui se prolongent,
qui semble s'inscrire sur la durée, aussi bien au Proche-Orient qu'au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Je pense que là, autant c'est quelque chose qui pointe effectivement sur un contexte géopolitique qui ne va pas forcément s'améliorer, avec donc une polarisation du contexte politique, géopolitique qui semble effectivement s'installer sur la durée. Nous, d'un point de vue économique et au niveau des marchés financiers, le paramètre qu'on regarde le plus, c'est ce qui se passe au niveau des prix du pétrole et au sens large au niveau des prix de l'énergie. Parce que c'est vraiment le vecteur qui peut changer la donne, qui peut pénaliser l'économie mondiale. Tant qu'on n'a pas une envolée des prix de l'énergie, comme celle qu'on avait connue au moment de l'éclatement de la guerre en Ukraine, les perspectives économiques sont pas forcément pénalisées par le contexte tendu au niveau géopolitique. Aujourd'hui, c'est vrai que les prix du pétrole et les prix de l'énergie au sens global ont pas mal reculé et ça, c'est plutôt un contexte favorable pour la relance économique. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Ed. On arrive au terme de ce webinaire et du temps que nous avions prévu. On n'a malheureusement pas eu le temps de traiter toutes les questions que vous pourriez avoir, mais on est bien sûr à disposition, ainsi que vos conseillers et vos conseillères, pour traiter les éventuelles questions que vous pourriez avoir par la suite. Vous recevrez bien sûr cette présentation pour ceux et celles d'entre vous qui ont participé. Daniel, merci beaucoup. Ed, merci également. Merci Ali. Et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Bonne journée.